Bonjour et merci de nous retrouver dans cette émission web Un livre 2.0. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir et elle me fait l'honneur d'avoir accepté cette invitation de recevoir la comédienne, écrivaine, réalisatrice et philosophe Zarina Khan. Bonjour Zarina Khan, ma première question, comment allez-vous? Je vais fort bien. Je vais fort bien dans mes remparts de Mirabel. Je suis à l'abri. Et c'est quand même une forteresse depuis 1000 ans, donc elle a fait ses preuves. Et nous avons un grand soleil aujourd'hui, donc tout va bien. Tout va bien. Donc Mirabel qui se situe en Ardèche. Je vais faire votre biographie pour nos spectateurs. Donc vous êtes né le 19 février 1954 à Tunis. Vous êtes donc, on l'a dit, philosophe, actrice, réalisatrice, d'origine russe, tunisienne, pakistanaise et française. Vous êtes né d'une maman en russe et d'un papa, prince indien, cofondateur du Pakistan. Vous avez été formé, dirons-nous, par Peter Brook et Ingmar Bergman, si je le prononce bien. Et vous êtes surtout engagé pour les droits de l'homme et de l'enfant. En 2005 d'ailleurs, vous êtes nominé pour le prix Nobel de la paix. Vous recevez en 2017 un prix, le prix Seligman, qui récompense annuellement une création écrite, individuelle ou collective, généralement consacrée à la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Vous le recevez pour votre livre, pour votre ouvrage, La sagesse d'aimer, lequel nous allons en parler bien sûr. Vous avez d'ailleurs à cette occasion-là prononcé un discours à la Sorbonne, on était en 2017. Ce discours, je rappelle qu'on peut le retrouver sur YouTube en intégralité. Zarina Khan, on parle de votre livre. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce que l'on ne peut appeler ce récit, finalement? Euh, Disons que c'est un livre qui fait partie de moi depuis toujours, hein, qui est inscrit dans mes cellules puisque c'est l'histoire de ma vie. Et il se trouve que ma vie a traversé les grands événements du XXe siècle. J'ai été touchée de près par la révolution russe d'octobre en 1917. J'ai été tout pas puisque mes grands-parents maternels sont russes et ils ont dû fuir la Russie à ce moment-là pour se réfugier en Tunisie. Ma mère a vécu, je dirais, en profondeur la Deuxième Guerre mondiale puisqu'elle était lieutenant de l'armée française. Ensuite, elle a rencontré mon père qui était, comme vous l'avez dit, cofondateur du Pakistan, donc ce pays tout jeune qui naissait en 1948. En fait, j'ai rencontré aussi des gens très, très exceptionnels à travers mon enfance, comme Adenauer et d'autres, mais qui m'ont profondément marqué. Et je crois que quand j'ai commencé à écrire ce livre, il me semblait qu'un témoignage comme le mien, puisque dans mon berceau, il y avait déjà 5 continents, pratiquement toutes les religions du monde, c'était un témoignage nécessaire. Nécessaire étant donné les troubles qui agitent notre monde, étant donné le racisme, le terrorisme, les horreurs et les barbaries que nous connaissons depuis toujours, mais qui dans ce moment, dans cette période, sont particulièrement marquants parce qu'on les connaît, parce qu'on est informé et que ce racisme n'est pas en train de régresser, bien au contraire. Donc il me semblait que témoigner à la place où je suis, c'est-à-dire à la place d'une citoyenne du monde qui n'a pas pu appartenir à un camp ou à un autre, c'était nécessaire et c'était même urgent. Donc j'ai été très touchée évidemment de recevoir le prix Seligman parce que ça veut dire que le jury de ce prix a compris pourquoi j'écris. Parce que je n'écris pas pour raconter ma vie, il n'y a pas de nombrilisme ou de narcissisme de ma part, mais j'écris pour dire que quand on est le fruit d'un ensemble, eh bien on ne peut pas entrer dans ces catégories, ces barrières, ces frontières que les hommes ont tant l'habitude d'élever, ces murs. Voilà,
Je crois que j'ai écrit pour détruire les murs. Alors, tout au long de ce livre que l'on parcourt, il y a tous les sentiments que peut nous offrir la vie. Il y a ce que vous avez traversé, on y reviendra bien sûr. Comment est-ce qu'on ressent les choses quand on écrit finalement ce passé qui a été extrêmement rempli pour vous? Comment est-ce qu'on les ressent? Comment est-ce dans quel état d'esprit on est? C'est extrêmement difficile en fait. Je crois que je ne savais pas à quel point ce serait douloureux. Quelquefois, je me dis que si je l'avais su, peut-être je n'aurais pas eu le courage d'y aller. Heureusement, il y a cette part d'insouciance que j'ai en moi et de joie qui fait que j'y suis allée légèrement et puis je me suis trouvée prise dans un tourbillon d'émotions, puisque quand on fait le récit de sa vie, quelle qu'elle soit, eh bien on retraverse absolument tout. On retraverse les traumatismes, on est touché comme si on le vivait. Et c'est une écriture assez lente en fait. J'écris donc, c'est assez drôle d'ailleurs comment ça s'est passé parce que quand je me suis levée un matin en me disant maintenant c'est le temps d'écrire ça, c'est le temps d'écrire ce récit, j'ai passé un coup de fil à Bernard Chevilla qui était le président de Melvita, la grande entreprise des cosmétiques bio d'Ardèche, Ah, et d'accord. qui a réalisé depuis son rêve, il a vendu Melvita et il a réalisé son rêve qu'il avait depuis longtemps d'être éditeur. Donc j'avais appris ça, je l'ai appelé, je lui ai dit quelques mots de ce que je voulais écrire. Il m'a dit mais c'est beaucoup trop difficile à écrire. Donc envoyez-moi quelque chose parce que ça me paraît une tâche insurmontable. Et dans la nuit, j'ai écrit 2 chapitres, je les lui ai envoyés et le lendemain, les éditions Ozoni me proposaient un contrat pour écrire ma vie en 300 pages. Donc j'ai commencé, j'ai écrit, j'envoyais à peu près chaque semaine un chapitre à Bernard. Et puis un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit tu as fini. Alors là, j'étais extrêmement choquée. Je comprenais pas ce qu'il me disait. Il me dit oui, tu es arrivé aux 300 pages. Et là, j'ai été complètement submergée par une émotion incroyable parce que j'ai signé un contrat, je devais écrire ma vie en 300 pages et en fait, à la fin des 300 pages, j'avais 13 ans. Donc, il y a eu une réunion, c'était très drôle cette réunion avec les éditions Ozoni, où ils m'ont dit alors, vous comptez comment finir là en 3 pages les 50 années qui restent. Et j'étais complètement médusée, un peu honteuse parce que je n'avais pas respecté mon contrat. Et c'est là que Bernard m'a tendu un contrat pour les 2 tomes suivants en me disant bah, si dans les premières 300 pages tu as 13 ans, il faudra au moins 2 tomes pour arriver à clore. Et en fait, j'ai écrit le 2e tome La qui est forge sorti, solaire, La Forge solaire, qui est sorti en 2018, il me semble. le 12 avril. Voilà, merci. Et là, j'avais 23 ans à la fin, à la fin de La Forge solaire, c'est-à-dire que le rythme s'était encore ralenti. Et là, je suis sur le tome 3 et c'est extrêmement complexe pour moi parce que je dois écrire des choses très, très, très douloureuses, très difficiles. Comme dans le tome 1 et 2, ma vie n'a pas été simple. Et en fait, je me suis posé la question à un moment de mais comment faire pour vivre le présent et pourtant être dans le passé, puisque je suis entièrement habitée par cette écriture et que même quand je n'écris pas, je vis l'époque que je vais écrire dans ce tome 3. Donc il y a une sorte de, je sais pas, de déflagration du temps
entre le passé et le présent, il y a quelque chose oui, qui me bouleverse. Et en fait, depuis que j'ai commencé cette écriture, je suis pratiquement en confinement. C'est-à-dire que pour moi, le confinement de 2020 n'a pas beaucoup changé ma vie, puisque cette écriture, déjà, m'a demandé de me retirer en moi-même, de me retirer fort heureusement dans cette citadelle de Mirabel qui m'abrite maintenant depuis 20 ans et qui est un lieu idéal pour une retraite. Donc je vis dans une sorte de cycle où le temps tourne. Voilà, quand tout à coup je dois me préparer un repas, je suis dans le temps du présent parce qu'il faut bien que j'épluche quelques légumes et que je prépare mon repas au présent. Et pourtant, tout en mangeant mon repas, je suis aussi dans le passé. Et c'est ça que je trouve assez extraordinaire. Je crois que si quelqu'un a écrit le récit de sa vie, il est dans cette acrobatie permanente entre le passé et le présent, en sachant que chaque seconde qui passe entre dans le futur. Alors, c'est une très belle philosophie de vie euh, qu'il faut savoir parce que tout le monde n'est pas capable de le faire. Justement, on va se plonger dans votre récit. Votre récit commence d'ailleurs très fort. Vous nous racontez ce souvenir douloureux pour votre mamouchka, votre maman en russe. Comment est-ce qu'on arrive à transcrire cette douleur qui a été si profonde pour votre mère? D'ailleurs, parlez-nous un peu de cette douleur parce que dès la première page, il y a vraiment, on donne le ton et le thème un petit peu de l'avancée du début de votre vie. Je crois que la douleur, c'est quelque chose qui nous accompagne tous, même si certaines vies sont moins extraordinaires en apparence, elles sont toutes extraordinaires parce que vivre, c'est vraiment surmonter, euh, pas surmonter, transformer les douleurs de la vie. Je pense que la plus grande qualité de l'être humain, et c'est ça que j'essaye de délivrer comme message, je crois, permanent dans tous mes écrits, c'est que nous sommes des alchimistes. Des malheurs, nous en avons tous. Des peines, nous en avons tous vécu. Qu'on ait vécu la guerre ou pas, peu importe, il y a des guerres intérieures, il y a des malheurs, il y a des violences que nous vivons dans nos familles, il y a des maltraitances, et ça fait partie de la vie. Donc, comment prendre, accueillir en fait cette douleur et puis la transformer en joie. Je crois que c'est ça qui m'habite depuis toujours, puisque j'avais envie que ma mère soit heureuse. Or, elle avait eu une vie très complexe déjà, très difficile. Voilà, ces expatriés de Russie, elle est née en Tunisie, une terre inconnue pour ses parents. Elle a vécu très tôt, elle s'est engagée dans l'armée, elle avait 18 ans. Donc elle a vécu très tôt la guerre, elle est arrivée en France pour défendre un pays en fait qui lui avait donné sa nationalité. C'est assez étonnant puisque ces Russes arrivés en Tunisie ont été naturalisés. C'était un protectorat français, ils sont devenus français. Et ma mère ne connaissait pas la France, mais quand elle a appris d'ailleurs par l'appel du général de Gaulle que la France était en difficulté, elle a voulu remercier le pays qui lui avait donné sa nationalité. Voilà, je crois que j'ai été portée aussi par cette sorte de civisme profond qui fait que les malheurs ne sont pas que les malheurs, ils sont aussi un enseignement profond qui nous permet d'être plus forts aussi et d'ouvrir, d'enlever ces œillères, parce que nous avons tous des œillères. Nous grandissons dans des milieux qui nous expliquent que le bien et le mal, c'est ça, que ceux-là sont méchants, que ceux-là sont gentils. En fait, tout cela n'est pas vrai. Dans chaque être humain, il y a une part de bonté. Moi, j'ai été élevée en partie par mon beau-père, que ma mère a épousé donc, dans son second mariage. Et il se trouve que mon beau-père était un ancien nazi. Donc, j'ai été confrontée de très près à cet incroyable paradoxe
qui est que quelqu'un qui peut être tout à coup souriant, gentil, a été ce barbare absolu, a été dans cette cruauté intolérable qu'a été le nazisme. Et je crois que ça m'a appris aussi qu'on ne peut pas regarder l'autre juste... voilà, on ne peut pas le mettre dans une catégorie. On ne peut pas le comprendre, je ne peux pas comprendre le nazisme, je ne peux pas comprendre le terrorisme, mais je suis obligée d'accueillir cette part terrible qui est, j'ai envie de dire, en chacun aussi, et que nous avons en permanence à transformer. Et j'ai cherché des outils toutes petites, comme vous le savez, dans la sagesse d'aimer, j'avais 4 ans quand j'ai commencé à écouter les secrets de mes camarades, les douleurs profondes de mes camarades. Et je me suis dit, mais ces douleurs, il faut en faire quelque chose. Il faut pas que ça reste à l'intérieur des êtres parce que ça les détruit à l'intérieur. Et peut-être que c'est ça que la douleur de ma mère m'a appris, c'est que si on n'arrive pas à exprimer ses émotions et à les transformer, on en meurt. Et on en meurt quelquefois très tôt. Et je pense que si je n'avais pas trouvé ce pays de l'art, ce pays du partage de nos vies, si je n'avais pas trouvé la poésie, si je n'avais pas trouvé le théâtre, si je n'avais pas trouvé les mots, je pense que je serais morte. Je serais morte quand on m'a arrachée à mon père à l'âge de 3 ans et demi et qu'on m'a dit, tu ne peux pas rester auprès de ton père parce que tu es le fruit du péché, tu es le fruit d'un couple mixte, parce que lui était musulman, indien devenu pakistanais, que ma mère était russe, chrétienne, orthodoxe. Mes parents étaient le premier couple mixte du Pakistan, le premier, et le seul pendant des années, mais le fait qu'il le soit a engendré ces horreurs, puisque vous le savez, je l'écris aussi. Oui, oui. Il y a eu une tentative de lapidation. Il y a eu une lapidation, il n'y a pas eu une tentative, il y a eu une lapidation, mais la grande joie que j'ai, c'est que ma mère a pu survivre à cette lapidation, et j'avais 3 ans lorsque je l'ai vécue. Et je crois que quand on vit un événement comme ça, quand on vit cette haine, la haine, je l'ai rencontrée, j'avais 3 ans. Et cette haine était meurtrière. On voulait que ma mère meure parce qu'elle n'était pas de la même religion que mon père. C'est inimaginable, en fait, ce que l'humain est capable de faire. Et cet inimaginable a engendré en moi tout ce que je fais depuis. C'est-à-dire que j'ai consacré ma vie à essayer de créer des formes qui vont toucher les êtres, qui vont toucher les cœurs, pour qu'ils se rendent compte que l'autre n'est pas un ennemi. L'autre ne peut pas être un ennemi, c'est un frère, c'est une sœur de cette planète. Donc même si nous ne le comprenons pas, nous avons à l'accueillir, à l'accepter. Moi-même à Mirabel, je vais vous dire que je vis depuis 20 ans une hostilité aussi, parce que je suis différente, parce qu'on ne peut pas savoir. Déjà, l'art, c'est inconnu pour beaucoup de gens. L'art, c'est un monde inconnu pour beaucoup de gens. Donc, déjà, ça inspire la méfiance. Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait avec son théâtre? Pourquoi elle raconte ces histoires? Il y a une incompréhension. Et après, il y a mon nom, il y a ma couleur, je suis quand même un peu marron. J'ai pas tout à fait une tête de française. Et tout ça participe à la méfiance, à la suspicion et quelquefois, encore aujourd'hui, à la méchanceté. Et chaque fois, je suis comme un enfant encore aujourd'hui devant ce spectacle des catégories qui nous dressent les uns contre les autres. Et chaque fois, je réfléchis à comment déjouer
cette peur qu'il y a en l'être humain de l'autre. Alors, extrêmement plein d'émotions. On entend votre lutte contre toutes ces formes de racisme. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que vous aviez été nominé en 2005. C'est poignant. C'est poignant. Est-ce qu'on peut dire, Zarina Khan, que dès le début de votre vie, parce que dès qu'on a lu la première page, on sent que vous vous étiez donné, inconsciemment ou consciemment, cette mission de redonner de l'espoir et de la confiance et de l'amour. Tout d'abord, bien sûr, à votre mère qui en avait tant besoin, mais ensuite, au fur et à mesure de votre vie, est-ce qu'on peut dire que c'était cette mission-là qui vous a imprégné et qui continue tout au long de votre cheminement à être portée en égérie? Oui, je crois que s'il n'y a aucun doute, je n'ai jamais eu le sentiment de faire des choix. Tout ce que j'ai fait, c'était une sorte de nécessité de cette mission, oui, qui m'a investi, je crois, avant de naître, dans le ventre de ma mère. Dans le ventre de ma mère, j'ai senti sa douleur, j'ai senti son désespoir. Et j'ai eu envie de naître pour lui apporter cet amour inconditionnel que je continue à lui porter. Ma mère est décédée il y a fort longtemps, en 1993. C'est curieux d'ailleurs parce qu'elle est décédée le 4 octobre 1993 alors que j'étais moi-même à Sarajevo en pleine guerre. Tout à fait. J'étais entourée par la mort dans cette guerre en Europe, cette guerre aussi absolument intolérable, où parce qu'ils étaient musulmans, des gens étaient assiégés par d'autres qui étaient chrétiens. Vous voyez comme l'histoire se répète. Donc, quand j'ai appris la guerre à Sarajevo, évidemment que j'y suis allée, certains y allaient, les infirmières y allaient pour panser les blessures, les bûcherons y allaient pour couper du bois pour que les gens puissent se chauffer. Moi, je ne sais rien faire d'autre qu'écrire et aider les autres à écrire, à exprimer leurs émotions. Et j'y suis allée pour créer un atelier d'écriture. Et c'est... donc j'ai eu une autorisation de l'ONU, tout le monde m'a prise pour une folle, mais on me prend souvent pour une folle dans les projets que je mène, donc c'est pas très nouveau et ça continue. J'ai obtenu une autorisation de 7 jours, donc il y avait un jour pour l'aller, un jour pour le retour, il restait que 5 jours sur place. Et en 5 jours, en pleine guerre, il fallait créer quelque chose. Et j'ai rencontré 14 adolescents qui étaient tellement heureux de sortir de leurs abris. Parce que là-bas, le confinement, il a duré 5 ans. Et c'était un confinement dans des abris, sans lumière, sans eau, sans nourriture. C'était vraiment très dur. Et ces tout jeunes enfants qui avaient entre 12 et 16 ans, sont sortis de leurs abris pour rencontrer l'inconnu que j'étais et pour m'offrir tout ce qu'il y avait dans leur cœur, m'offrir à moi d'abord, mais au monde entier. C'est ça la force de l'œuvre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive, il y a quelque chose en nous qui a besoin de partager et qui a besoin de partager l'espérance. Parce que ce que nous avons écrit en 5 jours à Sarajevo, le dictionnaire de la vie, c'est un message d'amour, c'est un message de paix écrit dans la guerre. C'est pas un message d'ennemi à ennemi. Et c'est ça que je porte en fait depuis toute ma vie et que, comme je vous le dis, j'ai l'impression que je suis menée par cette mission depuis toujours et que je me retrouve toujours là où je dois être pour accomplir cette mission. Et qui a été votre fer de lance. Alors justement, dans votre récit, on ressent ce lien très fort que vous entretenez avec vos ancêtres. Au-delà de les raconter, vous les vivez. Est-ce que vous diriez que vous êtes le fruit de tout cet ensemble? C'est-à-dire que vous avez pris un peu de chaque partie de vos ancêtres pour ne faire plus qu'un tout. Oui, je le sens vraiment comme ça. Je pense que nos cellules sont imprégnées de... Nos cellules portent tout ce qui nous a été donné par une longue lignée d'ancêtres, en fait. Et même ceux que je ne connais pas, je les découvre en moi.
je les découvre en moi et je pense que c'est très juste ce que vous dites. Je vis avec eux. Leur mort n'a rien effacé. Leur présence est en moi dans chaque vibration de mon être. Ma mère, mon père, mes grands-parents que j'ai connus, mes grands-parents indiens que je n'ai pas connus. Tout est là. Mais je crois que nous sommes chacun, peut-être en ayant moins conscience que moi, le fruit d'une humanité qui nous précède. Je crois que c'est pour ça que je suis très sensible au patrimoine aussi. C'est-à-dire quand je me promène dans Mirabel, je me promène pas seulement dans une forteresse qui a 1000 ans. Je me promène et je vois les mains de tous les maçons il y a 1000 ans qui ont posé les pierres. Et je peux leur serrer la main. C'est-à-dire que pour que quelque chose existe, il y a un ensemble. Pour qu'un enfant existe, il y a cet ensemble prodigieux d'ADN. Pour qu'une cité existe, il y a un ensemble de gens qui sont dans l'ombre, dont on a oublié le nom, mais sans eux, telle maison n'existerait pas, tel rempart ne serait pas debout. Et je vis entourée de tous ces disparus, et je crois que ma mission aussi est de leur donner parole. J'ai envie, puisqu'il m'a été donné d'écrire, je veux dire, je pense que c'est un don, on reçoit tous des dons, moi j'ai reçu celui-là, et dès que j'ai eu quelques lettres d'alphabet, je me suis jetée sur l'écriture avant même d'avoir tout l'alphabet. Donc c'est un don, c'est un cadeau. Et quand on reçoit un cadeau, il faut le rendre. Il faut le rendre à cet univers qui nous l'a donné. Et je crois que je tente, par tous les moyens possibles, de restituer les immenses cadeaux que j'ai reçus. Mais j'ai envie aussi, et c'est pour ça que j'ai consacré la moitié de ma vie à faire écrire les autres, j'ai envie aussi que chacun se saisisse de cet outil, qu'il comprenne que s'il se saisit des mots, de la poésie, de l'émotion pour la partager, il va vivre beaucoup plus longtemps et il va vivre beaucoup plus heureux. Parce que ce qui se passe dans l'alchimie de la douleur, c'est qu'elle devient une joie quand elle est partagée. Et que la sagesse d'aimer m'a amené à connaître des inconnus, mes lecteurs, qui m'ont écrit des lettres comme si c'était des parents proches, comme s'ils avaient tout compris et qu'ils me racontaient à leur tour leur vie, s'ils avaient tout compris de cette alchimie. Je sais que j'ai pu ouvrir des portes et c'est vraiment des portes sur la lumière, des portes sur la joie et c'est vraiment ça qui m'anime. Alors il y en a d'autres qui vous diront « Ah non, c'est trop dur à lire ». Il y en a qui vous diront ça et donc ils ont refermé l'émotion et ils ont le droit. Mais tous ceux qui vont ouvrir leur porte intérieure à cette émotion, ils vont revoir le scénario de leur propre vie. C'est ça qui m'intéresse. C'est que ma vie, le récit de ma vie, puisse permettre à d'autres de penser à la leur et peut-être de la regarder autrement. Parce que nous ne sommes pas victimes, nous sommes créateurs. Et que c'est cette création de chacun qui va permettre à la Terre d'être meilleure. J'en suis convaincue, même si en ce moment du monde, vous le savez, nous sommes dans le contraire, nous sommes dans l'isolement, nous sommes dans l'élévation des murs. Je crois qu'on n'a jamais construit autant de murs qu'en 2019. J'avais regardé le nombre de kilomètres de murs à travers la planète, c'est ahurissant, pour repousser l'autre, pour se protéger de l'autre. Et là, chaque fois que je vois ça, j'ai les larmes aux yeux et je me dis, j'ai failli, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à ce que ces murs ne se lèvent pas. Et comment faire quand même dans un petit village d'Ardèche, il y a encore ces peurs, il y a encore cette hostilité. Et tout cela est urgent. Vraiment, il est urgent que nous comprenions que l'autre est un frère, que l'autre est une sœur. Je me répète, mais c'est comme ça que je vis ma vie. J'essaye par toutes les voies possibles artistiques de ramener l'autre
vers cette évidence que nous sommes liés, nous sommes reliés, et que la planète est une maison. C'est une toute petite maison en fait dans l'univers. Si on regarde l'univers, notre planète c'est vraiment une petite maison. Tout à Et fait. comment pouvons-nous vivre dans cette maison si nous ne sommes pas ensemble à la préserver, à la construire, à l'aimer? Alors, évidemment, ce message me parle extrêmement fort. Il n'est pas du c'est coutume que je donne aussi un avis là-dessus, mais c'est une phrase sans doute, Zarina Khan, qui vous plaira lorsqu'on me demande, puisque vous avez, je suis bronzé évidemment, d'où je viens. Eh bien, j'ai pour plaisir à dire que je suis un cocktail du monde, 2000 dans le shaker, et il n'y a pas de race, pas d'origine, pas de religion, il y a juste quelqu'un. Voilà que je réponds à la question. Revenons-en, petite parenthèse, pardonnez, chers spectateurs, mais euh, parce que ça, c'est un message qui fait écho. Revenons-en à vous, Zarina Khan. Évidemment, vous êtes petite. Vous êtes petite. Alors justement, vous nous avez parlé de comment est-ce que dans votre vie d'adulte, vous avez réussi à pouvoir mettre des mots sur ces sentiments, des mots sur votre passé, mais comment est-ce que la fillette que vous étiez a trouvé la force intérieure, parce que je suppose que quand on est un enfant, euh, comment est-ce qu'on trouve cette force intérieure que de se dire, allez, dans sa tête d'enfant. Ah, c'est une question profonde. Je ne sais pas comment, je ne sais pas d'où vient cette force, si ce n'est du fait que toute petite, je pensais que venir au monde avait un sens. Que si nous naissons, si nous venons à ce monde, c'est pour y accomplir quelque chose. Et que ça donne une force extraordinaire. Parce que si la vie n'a pas de sens, ben, je pense qu'on peut mourir à la naissance. Donc en fait, on se bat dès l'instant où on est dans le ventre de notre mère. Ah oui. Et on essaye, dès que dans le ventre de notre mère, mais nos sens commencent à s'épanouir, c'est-à-dire l'ouïe, le goût, même le toucher, puisque on est dans cette eau hein, qui nous caresse, et donc on peut caresser l'intérieur du ventre de notre mère. Dès que nos sens commencent à apparaître, je crois que tous les êtres sont dans mais qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui a du sens? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que ça veut dire être là? Et qu'après, malheureusement, selon les éducations, selon les sociétés dans lesquelles nous naissons, nous vivons, eh bien, on oublie. On oublie que la vie a un sens et que nous sommes là pour accomplir une mission. Parce que ce que nous sommes est unique. Chaque être est unique. 8 milliards sur la planète, unique. C'est quand même extraordinaire. Voilà, unique, cette unicité de l'être humain, cette unicité du vivant, bien sûr qu'elle est là pour que nous soyons chacun en train d'accomplir ce que nous avons à accomplir. Donc la force, elle vient du fait que je suis là, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je reçois ces coups. C'est pas pour rien que je risque de voir ma mère mourir. C'est pas pour rien. C'est pour être là et tendre la main. Et effectivement, la première personne à qui on tend la main, c'est notre mère. Alors oui, exactement, et c'est ce combat pour la vie. Alors on parle de votre mamouchka, comme vous le dites si bien, mais on parle aussi de votre père. Alors votre père, ce prince, cofondateur du Pakistan, c'est quand même extraordinaire déjà comme parcours et comme histoire de vie. Et je l'ai appris un peu sans trop comprendre. Hein. Quand on est enfant, on vous demande que fait ton père. Vous disiez, on vous demande d'où je viens, je ne pouvais pas répondre. Et en tout cas, quand je répondais, tout le monde me traitait de menteuse parce que ça paraissait
tellement hors du commun à tous les enfants qui me disaient que je mentais. Ça, c'est très dur aussi. C'est très dur quand on dit la vérité et qu'on est sincère, qu'on vous prenne pour une menteuse. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Et je pense qu'on doit vraiment écouter l'autre quand il dit quelque chose. En tout cas, il croit à ce qu'il dit la plupart du temps quand c'est un enfant. Voilà. Donc, mon père, oui, que fait ton père? Il construit un pays, il crée un pays, il crée un pays. Les musulmans indiens étaient épuisés de la guerre, épuisés tout simplement de ne pas pouvoir prier tranquille. Et puis, il y a eu ce mouvement de création du Pakistan, mais un mouvement aberrant puisque le Pakistan a été coupé en deux après le départ des Anglais, donc avec 1700 kilomètres entre deux parties d'un pays. Enfin, tout ça est absurde, c'est une géopolitique absurde qui sert les intérêts de quelques-uns, et c'est toujours le cas aujourd'hui. C'était pas seulement l'histoire du Pakistan, c'est toujours le cas. Donc mon père, oui, on m'a dit, il est en train d'élever un pays. Et je l'ai vécu, en fait, ce pays, comme si c'était un frère, puisque mon père m'élevait moi, et puis il élevait un pays. Donc, j'ai eu un pays pour frère quand j'étais petite. C'est assez étonnant. J'avais pas de frère, j'avais pas de sœur, mais j'avais un pays qui était mon frère, puisqu'il était élevé par mon père. Et ça m'a marqué aussi. C'est un pays très pauvre. C'est un pays qui a essayé oui, de prier tranquillement et qui s'est retrouvé pris, là encore, par des questions d'intérêt et de géopolitique dans quelque chose de l'ordre du fanatisme, du terrorisme. Et quelquefois, vous savez, je suis heureuse que mon père soit mort pour ne pas voir ce que devient son pays. Parce que je pense que sa douleur aurait été immense. Il espérait bien faire. Il espérait... Pour la paix. Il espérait que c'était pour la paix, tout à fait. Et en fait, ça n'est pas le cas, ce n'est toujours pas le cas. Et je savais très peu de choses de mon père en grandissant, puisque je l'ai quitté, j'avais 3 ans et demi. Je savais son amour, je savais... voilà, je garderai toujours présent dans mes cellules ses bras qui me soulevaient de terre quand j'étais toute petite et son amour qui m'imprègne. Mais je l'ai quitté, j'avais 3 ans et demi. Et ce que ma mère m'a dit de lui, c'est ce que j'ai gardé de lui pendant toutes ces décennies d'absence. C'est une phrase qu'il a dite à ma mère quand j'ai dû quitter en urgence le Pakistan avec ma mère. Il lui a dit, écoute, donne ta religion à notre fille. Oui, justement, voilà. Baptise-la dans ta religion. J'étais musulmane, hein, puisque mon père était musulman, donc j'avais eu un baptême musulman. Et à l'âge de 3 ans et demi, tout à coup, dans cet arrachement, il dit à ma mère, lui très pieux, grand leader musulman, il dit à ma mère, donne ta religion orthodoxe à notre fille, à Zarina, parce que tu ne connais pas assez l'islam, et toute religion est bonne. Donc je préfère que tu élèves notre fille dans une religion que tu peux lui transmettre, plutôt que dans une religion que tu ne connais pas assez. Et cette phrase, je l'ai trouvée, elle m'a porté toute ma vie. Et c'est quelque chose qui vous a... On sent dans vos réponses qu'il y a tellement d'émotions, il y a tellement de sincérité, que ça en est prenant. On a l'impression, même si on n'a pas encore lu votre livre, qu'on le lit avec vous, à travers vous. Et c'est assez fort comme entretien. Zarina, que vous inspire alors justement ces mots sagesse et le mot aimer? Alors, en fait, j'ai enseigné la philosophie aussi et je sais qu'un jour, il y a un étudiant qui me demande, mais la philosophie, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que c'est? Alors, la philosophie, étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse. Et donc, j'allais lui répondre, philo, amour, Sophie, sagesse, amour de la sagesse. J'allais lui répondre ça, et puis je me suis rendu compte
qu'à ce jeune homme, ces mots ne voulaient rien dire. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Qu'est-ce que c'est aimer la sagesse? Ça me semblait tout à coup, mais d'une abstraction totale. Et c'est là que j'ai inversé. Et je lui ai dit, mais c'est la sagesse d'aimer, en fait. J'ai inversé l'étymologie parce que ça, il pouvait entendre. La sagesse d'aimer l'autre, de s'aimer soi, d'aimer ce qui nous entoure, d'aimer le vivant, d'aimer le ciel au-dessus de notre tête, la terre qui nous porte. C'est cette sagesse qui fait de nous des êtres exceptionnels. Tous, nous sommes tous exceptionnels. Et dans cette inversion, quelque chose m'est apparu évident. Aimer la sagesse pour nos jeunes d'aujourd'hui, c'est beaucoup trop loin. Il n'y a pas à aimer la sagesse, il y a à aimer l'amour en fait. Et quand on aime l'amour, il y a une sorte de sagesse qui naît. On ne peut pas faire exprès d'être sage, on ne peut pas s'imposer d'être sage. Par contre, avoir envie d'aimer, je crois que tout le monde a envie d'aimer. Et que tout le monde a envie d'être aimé aussi. Et que ça, qu'on soit inuit, qu'on soit esquimau, qu'on soit papou, on est tous portés par la même joie d'aimer et d'être aimé. Et par la même peine d'être désaimé et de désaimer. Donc, cette universalité, il me semble que c'est pour ça que ce titre s'est imposé. Je ne l'ai pas choisi, ce titre. Et il est venu, il s'est posé, l'éditeur l'a pris évidemment comme il était. C'est apprendre à vivre dans cet amour qui nous donne de la joie, même quand on est seul. Vous voyez, là en ce moment, je suis très très seule. Je me suis séparée de mon mari il y a 5 ans et depuis, je vis très seule. Et on pourrait dire c'est triste. Eh ben non, ce n'est pas triste. Ce n'est pas triste parce qu'à un moment, les chemins se séparent. Les êtres, quand ils ne s'aiment plus, ils se séparent et puis l'amour est porté sur autre chose. Et en ce moment, ben, j'aime mes chiens. J'ai 2 chiens, 2 compagnons magnifiques, un chat magnifique et ils me le rendent. Ils m'entourent, ils m'enveloppent de leur amour, de leur attention. Cette attention extraordinaire de l'animal aussi. Cette fidélité, cette loyauté absolue, mais je me nourris de ça. Et ensuite, ben, j'essaye de vivre avec les disparus et je suis en train de travailler, à grand mal d'ailleurs, parce que peu de gens peuvent comprendre ce que je tente de faire à Mirabel, mais j'ai découvert qu'il y avait un temple protestant en écrivant sur Mirabel. Mes pièces de théâtre que je mets en scène le village, j'ai découvert qu'il y avait un temple protestant, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, mais pourquoi on ne me parlait pas du temple? Parce qu'il était transformé en porcherie. Vous savez ce que ça fait d'entrer dans un lieu sacré transformé en porcherie? Moi, ça me fait pleurer. Quand j'ai vu ce lieu avec les box des porcs, la fenêtre gothique murée, les rigoles d'urine au sol, ce lieu qui a accueilli les plus grands il y a 4 siècles, ce lieu où Olivier de Serres, avec les États catholiques, lui protestant, essayait d'éviter les guerres. Et tout à coup, il y avait ces animaux en souffrance dans ce lieu-là. Et je peux vous dire que ce lieu m'a appelé comme un être. Et là encore, je me suis donné une mission presque impossible parce que ce temple, il est au milieu de 1000 mètres carrés à reconstruire et que je ne suis pas protestante et que personne ne comprend. Mais qu'est-ce que cette femme russo-pakistanaise va se mettre en tête de réhabiliter un temple protestant? C'est suspect, c'est pas normal quand même. Et là encore, je suis hors case, je suis hors catégorie. Et tout ce que je peux dire, c'est que ce temple m'a appelé et qu'Olivier de Serres m'accompagne. On le croit ou non, pour moi, les disparus sont présents. Et lui, il m'accompagne et il me donne la force de surmonter toutes les hostilités par rapport à la reconstruction de ce temple. Alors, on va revenir justement vers la
fin, on reviendra sur notamment le projet associatif, on parlera d'Olivier de Serres. On va revenir à votre récit, si vous me le permettez, puisque votre récit, c'est un récit de tolérance, de la lutte pour la paix. Et à un moment donné du livre, vous nous parlez et vous nous dites une phrase qui vous a blessé. Cette phrase, ou qui vous a surprise plutôt, elle a été tuée enfin des nôtres. Pourriez-vous nous remettre dans le contexte dans lequel vous étiez? Eh bien, ma mère a bien reçu le message de mon père puisque j'avais 4 ans quand elle a organisé mon baptême à l'église russe orthodoxe de Tunis, qui se trouve toujours encore aujourd'hui, que cette colonie russe arrivée là-bas, construite il y a maintenant, mon Dieu, plusieurs centaines d'années. Donc j'étais là, petite fille, 4 ans, en train de vivre mon baptême russe. C'est un très beau rite, le rite orthodoxe. C'est très, j'ai envie de dire, c'est très artistique parce que les chants sont très très beaux, très forts, parce que le décor est magnifique, les icônes sont des œuvres d'art absolues. Donc petite fille, je regardais toute cette beauté. Voilà, j'ai été baignée dans cette petite bassine d'eau que le prêtre avait mise au soleil. J'ai vécu ça avec joie, j'ai envie de dire, puisque tout le monde avait l'air heureux autour de moi et que je savais que je ne reniais en aucune façon mon père, puisque c'est lui qui l'avait demandé. Donc il y avait une harmonie, un accord qui était profond. Et puis après, dans les églises orthodoxes, il y a toujours un sous-sol où on va manger et boire. Voilà, mon grand-père, vous l'avez lu, disait toujours que c'est pour ça que les gens allaient à l'église russe, c'est parce qu'on pouvait manger et boire à la fin. C'était son humour. Et voilà, donc on m'a appris un baptême, il y a toujours des bons petits gâteaux, du thé. Et tout à coup, il y a eu cette femme avec son chapeau à plumes qui est venue vers la petite fille que j'étais, qui m'a embrassée. Je me souviens que ça piquait, c'était très désagréable. Vous savez, voilà, je ne sais pas si elle était barbue, mais en tout cas, ça m'a piqué quand elle m'a embrassée. Et elle m'a dit, ah, enfin Zarina, petite chrétienne, tu es des nôtres. Et là, j'ai reçu ça comme un coup de couteau. Pourquoi fallait-il qu'un baptême me permette d'appartenir à l'humanité? Pourquoi fallait-il que je sois rangée encore une fois dans une catégorie pour avoir le droit d'exister? Qui étais-je avant le baptême? J'étais pas des vôtres, j'étais pas des humains, j'étais un animal avant. Qu'est-ce que j'étais avant d'être des vôtres? Et cette histoire des nôtres, des vôtres, des leurs, c'est ça qui tue la beauté de l'humanité. Il n'y a que des êtres vivants qui viennent au monde, qui est le leur, qui est le nôtre à tous. Donc cette phrase, j'avais beau n'avoir que 4 ans, elle m'a paru d'une absurdité, d'une bêtise, d'une ignorance de ce qu'est le vivant, la beauté de la vie. J'ai détesté cette femme et son chapeau à plumes, parce qu'elle représente tout ce qui nous sépare les uns des autres, alors que la seule espérance de l'humanité qui va très mal aujourd'hui sur cette planète, c'est de nous rapprocher les uns des autres, de remonter nos manches, de prendre la main, de travailler avec l'autre pour que la planète aille mieux, pour que les gouvernements comprennent qu'on est en train de mourir et de faire mourir le vivant. Il est temps de surmonter ces peurs ridicules. Qu'est-ce que ça veut dire tu es des nôtres? Et aujourd'hui encore à Mirabel, je ne suis pas des leurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les êtres comprennent que nous ne sommes que des vivants et qu'il n'y a que l'amour qui va nous donner la force de surmonter ce qui nous attend? Parce que ce qui nous attend,
est douloureux, difficile. C'est à corriger les erreurs des générations précédentes. C'est ça qui nous attend. C'est un gros travail, c'est une mission extraordinaire qui nous appartient à tous. 8 milliards d'êtres sur la planète ont maintenant une mission. C'est enfin de la protéger et de se relier les uns aux autres. De vivre ensemble, dirons-nous, de vivre ensemble sans aucune ségrégation et sans aucune différence. Euh, c'est un cri du cœur, Zarina Khan, que vous envoyez. Je dois vous avouer que il est, je le ressens également, et nos spectateurs, je pense, le ressentent aussi, et quand ils vous réentendront, le ressentiront. Je suis extrêmement touché de ce cri du cœur que vous, que vous nous lancez, Zarina Khan, et on espère vraiment qu'il sera entendu pour la suite. Euh, Zarina Khan, vous avez trouvé la force d'avancer, de devenir la femme si protectrice et optimiste dans cette volonté de voir le bon, même dans le mauvais, parce que vous dites que même dans le mauvais, il y a du bon, parce qu'il faut aller le chercher. Oui, oui, tout à fait. Et c'est vraiment dans l'écriture aussi que j'essaye d'envoyer ce message, c'est-à-dire arrêtons de tout séparer. Arrêtons de tout séparer. Dans les êtres, il y a du bon, il y a du mauvais. Oui, je vois la sagesse d'aimer qui apparaît. Merci. En ce moment, je vis aussi très fort, je vous devance dans votre question, je vis, je vis très fort ce qui se passe en ce moment du monde. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que justement la planète est reliée. Elle est entièrement reliée par le confinement, par un petit être invisible qui n'est pas un être, qui est un élément, un petit élément invisible qui est un virus, a réussi ce tour de force qui est que nous sommes tous dans les mêmes situations. Alors pas tous avec malheureusement les mêmes conditions, puisque beaucoup dans un bidonville, on n'est pas comme dans une maison en Ardèche, mais on est tous dans la même situation, dans ce confinement. Cum finis, confinement, ça vient de cum finis, c'est-à-dire à l'intérieur des limites. On est tous limités, que ce soit en Ardèche, à Paris ou à l'autre bout du monde. Il y a ces limites invisibles, invisibles de ce virus invisible, et ces limites tout à fait réelles que certains sont confinés dans un bidonville sans pouvoir sortir, donc sans pouvoir manger. Là encore, quand c'est arrivé, je ne savais pas trop quel rôle je pouvais jouer. Moi, confinée à Mirabel, qu'est-ce que je peux bien faire? Eh bien, j'ai fait comme dans Sarajevo assiégé, sauf que là, je l'ai fait en ligne. Ça a commencé aussi, c'est l'association De Main en Main, qui est une association ardéchoise, qui voulait que je fasse une conférence le 16 mai. Ils m'ont appelé pour me dire, la conférence est annulée. Tout est annulé de toute façon, tous mes spectacles, mes balades de la Lavandière, tout ça a été annulé. Et puis, en entendant toutes ces annulations, je me suis dit, il y a une chose qu'on peut faire, c'est un atelier d'écriture. Et j'ai lancé un atelier d'écriture un peu de façon informelle, en envoyant quelques mails d'anciens stagiaires, à des amis qui ont répercuté sur leur réseau. Et j'ai tout à coup eu 120 participants de France, de toutes les villes de France, d'Espagne, de Suisse, d'Allemagne, et dans un élan, et cet élan qui m'habite justement, cet élan de nous rapprocher, puisque nous ne pouvons pas le faire physiquement, mais nous rapprocher dans notre intimité. Et c'est ça que j'ai proposé, c'est-à-dire, il y a eu 5 ateliers, le dernier était hier,
5 ateliers, c'est pas grand-chose dans l'histoire d'une vie. Mais 5 ateliers qui nous ont permis à tous de poser ce qu'on vivait en profondeur. Pas ce qu'on dit à nos parents, pas ce qu'on dit à nos enfants pour les rassurer, ce qu'on vit vraiment, profondément. Nos peurs d'enfants, même si on est grand-mère, nos peines que nous dissimulons pour ne pas faire de peine, les masques, on parle tout le temps des masques, mais est-ce que nous ne portons pas aussi ces masques en permanence pour ne pas faire de peine à l'un, pour faire plaisir à l'autre, parce qu'on a peur du regard de l'autre? Nous, on est masqués tout le temps. Donc cet atelier d'écriture, c'était encore une fois l'occasion de poser les masques, de dire qui on est en ce moment qui nous dépasse, où on n'est plus libre d'être qui on n'est plus libre de nous déplacer comme on veut. On est dans une peur de l'autre accrue, parce que l'autre peut être porteur de mort. Vous vous rendez compte comme tout ça est en train aussi d'aller dans un sens qui est terrible. L'autre est porteur de mort, l'autre peut commettre un homicide involontaire. Et là, nous allons déconfiner, nous allons soi-disant sortir de nos prisons, mais en liberté conditionnelle, parce qu'on va nous surveiller, parce qu'il faut nous surveiller. Donc il y a quelque chose qui était tellement lourd à porter, parce que même si je suis bien dans ma petite citadelle, je suis connectée au monde entier en permanence, aux morts comme aux vivants, et que la joie que j'ai eue de voir que ce rendez-vous, parce que c'était un rendez-vous, tous les jeudis à 17h, tous ceux qui pouvaient écrire au même moment, je les ai encouragés à le faire, parce que même à distance, je crois que la pensée peut se relier si on fait la même chose en même temps. Et on sent une énergie particulière. Et vraiment, j'ai eu des textes d'enfants, j'ai eu des textes de grands-parents, j'ai eu des textes d'hommes, de femmes, de tous les milieux, de tous les horizons, des gens qui n'avaient jamais fait d'atelier d'écriture, des gens qui n'ont jamais écrit, des gens qui sont plutôt des peintres et qui tout à coup écrivaient. Et là, il y a eu une union vraiment, moi je l'ai vécu comme ça et je sais qu'ils l'ont vécu comme ça pour la plupart, parce que chaque fois qu'ils m'envoyaient leur texte, ils mettaient un petit mail pour me dire l'importance de ce rendez-vous. Nous avons rendez-vous avec l'autre, en dehors de tout atelier d'écriture aussi. Il est temps de prendre ce rendez-vous. Il est temps d'aller, d'honorer le rendez-vous que nous avons avec nos frères et nos sœurs de la planète, avec le vivant de la planète. Il est temps d'assumer ce rendez-vous avec la joie d'être au monde pour accomplir ce que nous sommes venus faire. Et qu'avec nos compétences extraordinaires, avec notre créativité, il est temps de changer chacun en soi sa façon d'être au monde pour que le monde change. Parce que le monde ne changera pas avec des grandes théories, le monde ne changera pas avec des révolutions. Je suis issue d'une révolution. Je sais ce qu'elle a engendré en Russie. Les malheurs, les millions de morts. Ce n'est pas une révolution qui change le monde. La révolution nous baigne dans le sang. C'est l'évolution de chaque être qui va nous permettre de grandir et surtout d'aimer encore l'autre. Quel témoignage, Jarina Khan, si fort et si parlant. C'est le rendez-vous avec vous, finalement, c'est le rendez-vous avec l'humain et la vie. C'est ce rendez-vous-là qui est si beau à entendre et à écouter. Zarina Khan, justement, on parlait de cette actualité. Art Café, donc qui est un café associatif. On en a parlé, qui a pour but également, parce que vous aviez justement, vous en avez parlé tout à l'heure, l'objectif de réhabiliter le temple protestant de Mirabel. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Mirabel, c'est situé en Ardèche,
non loin, entre Montélimar et Aubenas, dirons-nous, Mirabel, merveilleuse citadelle effectivement, et un paysage à vous couper le souffle. Je voudrais également que vous nous parliez, donc l'année dernière, vous avez sorti donc un livre audio et papier. C'était à l'occasion des 400 ans de la disparition d'Olivier de Serres, le père de l'agronomie française, et vous avez notamment joué ce spectacle à l'Académie de l'agriculture. Zarina Khan, parlez-nous un petit peu de la balade de la lavandière. Alors ça, c'est aux éditions de la Calade et je remercie beaucoup Didier Benoît parce que vraiment, il n'a pas hésité une seconde. C'est mon premier livre audio, donc je suis aussi très heureuse parce que ça a été enregistré avec un grand ami guitariste, Michel Gentil, donc il y a une belle musique aussi dans cet audio. Olivier de Serres, je vous l'ai dit déjà, il m'accompagne. Je l'ai rencontré à Mirabel. Pour moi, il est dans les rues, il est partout, il est dans les ruelles, il est à la tour de Mirabel quand j'y vais. Cet homme a marqué ce territoire qui ne s'appelait pas l'Ardèche il y a 4 siècles, qui était le Vivarais. Il a marqué ce territoire par, alors les uns disent que c'est un grand agronome, certes, il est connu dans le monde entier en tant qu'agronome, mais moi, ce que j'ai rencontré d'Olivier de Serres, c'est aussi cet homme de paix, cette figure de paix. Pour moi, c'est un philosophe de la terre, c'est un penseur de l'harmonie entre la terre et les hommes. Et cet aspect-là est beaucoup moins connu dans son œuvre. Moi, évidemment, c'est cet aspect qui m'a tout de suite bouleversée. Je me suis dit, c'est un drôle de hasard, parce que je ne le savais pas quand j'ai eu le coup de foudre pour Mirabel. Je ne savais pas que c'était le pays d'Olivier de Serres. Et comme beaucoup d'entre nous, j'avais entendu parler d'Olivier de Serres parce qu'il y a des noms de rues. Il y a des rues Olivier de Serres. À Paris, j'ai enseigné la philosophie à l'école d'art appliqué qui s'appelait Olivier de Serres. Mais son œuvre, je ne la connaissais pas. Je veux dire, c'est une œuvre ardue, c'est 1200 pages en vieux français. Et quand j'ai commencé à découvrir son œuvre, parce que j'étais à Mirabel et parce que j'avais envie de mieux le connaître, encore une fois, la force de l'écriture. Si Olivier ne nous avait pas laissé cet écrit, je ne saurais rien de lui et nous non, personne non plus. Et vraiment, j'ai aimé cet homme. J'ai aimé cet homme parce que aujourd'hui, nous avons besoin de réentendre ce qu'il nous a appris. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre que si nous nous battons contre les éléments, nous ne pouvons pas gagner. Qu'il n'y a que dans l'harmonie avec les éléments de la nature que nous pourrons entrer en cohérence. Et que si nous pillons la terre, nous allons en crever. Et Olivier de Serres, à sa façon, il y a 4 siècles, il nous disait déjà tout ça, il nous enseignait tout ça, avec cette incroyable précision qu'il avait, des mots, du vocabulaire. Il avait lu les auteurs grecs, moi j'adore la Grèce antique, mon théâtre en est imprégné. Il avait lu Virgile, il avait lu tous les auteurs qui, à travers les siècles, écrivent sur l'agriculture. C'était un homme d'une culture extraordinaire, mais d'une actualité. Parce que je n'ai rien de passéiste. C'est cette actualité qui, moi, me bouleverse. Et ce n'est pas par hasard qu'à Mirabel, pendant les guerres de religion, il y avait 2 châteaux. Sur les perrons rocheux de Mirabel, il y avait 2 châteaux. L'un était catholique et l'autre était protestant. Et savez-vous ce qu'ils ont fait pour dire que la religion n'est pas un obstacle à l'amour? Ils ont construit un pont entre les 2 châteaux pour que tous, de très loin, puissent voir que catholiques et protestants savaient construire un pont entre les religions. Et c'est ça qui a valu à Mirabel sa perte, en fait. Comme Sarajevo, c'est très curieux. Mais Sarajevo aussi, dans la même rue, vous avez une cathédrale, une église orthodoxe, une mosquée, une synagogue. Dans la même rue, l'architecture dit qu'on vivait ensemble en harmonie. À Mirabel, 2 châteaux disent « Nous vivons ensemble en harmonie, ne faisons pas la guerre ». Et là, tout à coup, ça énerve évidemment le cardinal Richelieu parce qu'on en parle. Olivier de Serres reçoit à Mirabel des gens de Lausanne, d'Allemagne, des calvinistes, des luthériens, des catholiques
qui viennent essayer de comprendre ce que fait cet homme dans cette recherche d'harmonie. Donc Richelieu, ça l'énerve, et qu'est-ce qu'il fait quand il apprend qu'il y a un village qui ose construire un pont entre deux religions? Eh bien, il envoie 14 armées, un budget phénoménal, 14 armées de Paris vers Mirabel, 5 canons, les mousquetaires qui, depuis que je l'ai appris, ils sont tombés dans mon estime parce que je les aimais bien. C'est des personnages qu'on aime bien, mais là, c'était quand même des vendus, hein, donc voilà, des mercenaires. Et ils faisaient partie de l'attaque de Mirabel. Et l'ordre était détruire le château protestant jusque dans son fondement. Et c'est ce qui a été fait. Et il ne reste plus rien de ce château protestant, sauf, et c'est ça que j'ai trouvé, c'est pour ça que je suis très heureuse, sauf que le temple protestant, ce fameux temple, il a été muré au moment des guerres de religion, mais juste à côté, avec une arche d'alliance que je viens de refaire consolider, il était attenant à la chapelle catholique. Et les catholiques ont muré la porte du temple pour dire aux soldats catholiques, voyez, on obéit aux ordres, et ils ont ouvert 2 portes intérieures dans la chapelle pour que les protestants qui étaient persécutés puissent être protégés. Et c'est ça que j'essaye de faire connaître, parce que l'architecture montre exactement comment ces êtres, en 1628, ces catholiques, ont prêté la main à leurs frères protestants. Et aujourd'hui, si les Pays-Bas sont remplis de gens qui ne savent peut-être même pas qu'ils venaient d'Ardèche, mais qui venaient d'Ardèche, c'est parce que quelques-uns, catholiques, ont décidé de protéger la vie de leurs frères protestants. Ça veut dire qu'à quelques-uns, nous pouvons sauver des milliers de vies. Et que chaque geste compte, chaque acte compte. Nous ne sommes pas impuissants. Nous avons une puissance incroyable si nous décidons d'agir. Seuls quelquefois, à 3, 4 quelquefois, à quelques milliers s'il le faut. Et si nous sommes plusieurs milliards, je n'en serai que comblée. Quelle belle mission de vie. Zarina Khan, avant de vous remercier, je voudrais remontrer à l'écran pour nos spectateurs votre livre, La sagesse d'aimer, aux éditions Ozoni. Voilà, Sagesse d'aimer, qui a été récompensé, je le rappelle, par le prix Seligman. Très très beau livre. Et puis évidemment, la suite de La sagesse d'aimer, c'est La forge solaire. Qui est là. Voilà. La Forge solaire, Zarina Khan, qui est sortie en avril 2018, c'est la suite. Et on peut dire, Zarina Khan, que vous êtes en train d'écrire le 3e tome. C'est finalement l'histoire, les pages de votre vie, de ce que vous avez vécu. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission, Namasté, de vous remercier pour votre message d'amour, qui est un entretien qui est extrêmement touchant, extrêmement profond. Alors, merci beaucoup, Zarina Khan, et c'est à vous que je vais laisser le mot de la fin. Merci à vous aussi, parce que cette technologie que nous avons aujourd'hui, elle nous permet aussi cela, c'est-à-dire d'entrer vraiment en lien profond grâce à vous. Vous jouez un rôle important aussi. Les médias jouent un rôle important, quel qu'il soit, parce qu'ils nous permettent aussi d'entrer cœur à cœur dans cet amour qui nous préserve. Merci.